Bienvenue dans le dernier épisode de notre série Femmes en sciences. Dans le premier épisode, les femmes de sciences interviewées ont parlé du fait d'être une femme dans leur domaine encore largement masculin. Dans le second épisode, elles vous ont partagé leurs accomplissements, leurs inspirations et leurs conseils pour les générations futures de femmes en sciences. Et dans ce dernier épisode, elles répondent à une question inédite. Avant de vous laisser découvrir cette fameuse question et leur réponse, un petit avertissement de rigueur. Toujours le même que celui des 2 autres épisodes. Pardon pour la redondance si vous avez écouté les 3 épisodes en suivant. Les conditions de captation varient d'une femme à l'autre, car les interviews ont été réalisées à distance. Nous vous remercions donc par avance d'être indulgents et indulgentes sur la qualité sonore de certaines interviews. Merci également de respecter ces femmes et leurs propos qui relèvent de leurs expériences personnelles dans chacun de leurs domaines. Je compte donc sur chacun et chacune d'entre vous pour garder l'espace commentaire respectueux et constructif. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la question inédite et leur réponse. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? Et si tu devais répondre à cette question du coup? Un sujet sur lequel j'avais bossé dans le cadre de l'optionnel de prévention médecine générale, c'est qu'on a réalisé une petite affiche de prévention sur les agressions sexuelles au cours des soirées médecine. Il y a beaucoup de scandales qui ont éclaté. Et du coup, ouais, une question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est est-ce que tu as été victime, témoin ou autrice de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles, notamment au cours des soirées médecine? Moi, j'ai eu la chance de ne pas être victime d'agressions sexuelles à la fac, mais j'ai été, disons, témoin indirect de ce qui n'était pas reconnu comme des agressions sexuelles, mais en fait d'amis, femmes, qui me disaient, oui, c'est passé ci, c'est passé ça. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais c'est une agression sexuelle en fait. Et on met pas les mots dessus, et c'est un problème qu'il y a dans les soirées médecine autant qu'ailleurs, hein. Enfin, il y a des scandales qui éclatent régulièrement sur les écoles de management, sur les écoles d'ingé, sur les écoles de médecine. C'est partout pareil. Il faut pas stigmatiser une école ou une formation en particulier. C'est des domaines d'études dans lesquels on a une pression monstrueuse qui fait que quand on est en soirée, et les hommes comme les femmes, hein, on est tellement désinhibé parce qu'on a tellement de pression à relâcher que ça favorise les comportements qui sont pas adéquats et qui sont litigieux et dégueulasses, quoi. Donc oui, je pense que ce genre d'études dans les sciences avec beaucoup de pression, etc., ça favorise dans les soirées les comportements de connards et connasses. Non, la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est bon, ok, il y a des filles, elles vont pas dans la technique, mais pourquoi les garçons y vont plus? Ou pourquoi ils vont pas dans les métiers dits féminins? Pourquoi il y a pas autant de garçons instit? Pourquoi il n'y a pas autant de garçons infirmiers? Pourquoi il n'y a pas, parce qu'on parle des femmes dans la technique, mais on parle pas des hommes dans les métiers qui sont pas techniques, par exemple les secrétaires, les métiers comme ça ou tertiaires. Alors pourquoi on parle pas des hommes dans les métiers féminisés? Est-ce que ça intéresse quelqu'un en fait le manque d'hommes dans les métiers, enfin le manque si on peut appeler ça comme ça, le peu de représentation des hommes dans les métiers féminins. Peut-être que ça intéresse moins ou que ça interpelle moins que le faible quantité de femmes dans des métiers dits hommes, dits masculins. Souvent, on me demande pourquoi j'ai choisi ce métier, mais on me demande vraiment pourquoi j'aime ce métier maintenant que j'y suis. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? J'en ai un peu parlé au début, et vraiment ce que j'aime dans ce métier, c'est ce côté où il y a tout à faire tout le temps, en fait. Voilà, c'est ces petites questions de petites filles qu'on a quand on se dit mais tiens, comment ça marche ça? Comment cette cellule elle fait ci? Ou comment tel organisme il fait ça, etc. Bah maintenant, on a les moyens d'y répondre, en fait. Il y a plus qu'à mettre en œuvre les expériences, poser les hypothèses, voilà. Et ça, c'est ce petit côté curiosité constante qu'on peut essayer d'assouvir. Il est hyper plaisant. Et comme je le disais aussi un peu plus tôt dans l'interview, c'est vrai que plus on vieillit et moins on a cette part de notre travail qui est vraiment à la paillasse, les mains dans les manips. Mais l'autre côté qui est aussi de créer des projets de toutes pièces, de monter des projets, c'est aussi extrêmement intéressant. Et voilà, c'est cette variété d'activités qui est chouette, notamment aussi le fait qu'on encadre beaucoup d'étudiants, qu'on fait beaucoup de transmissions au sein du laboratoire, c'est enrichissant.
Si là, tout de suite maintenant, j'étais une jeune fille, on va dire de 12 ans, 13 ans, avant les choix d'études, etc., comment est-ce que je pourrais faire pour m'intéresser au sujet? Donc, par exemple, ça peut être aller à des festivals d'astronomie ou de sciences, aller à la fête de la science en octobre, aller dans des musées et vraiment se renseigner, demander aux professeurs des écoles, aux professeurs de collège, les contacts qu'ils ont ou alors les connaissances qu'ils ont sur les lieux auxquels aller. En général, c'est vraiment comment sortir de sa bulle. Alors c'est une question que moi je me suis pas trop posée et pourtant je suis pas du tout ma famille est pas du tout scientifique. Mais j'ai eu de la chance parce que par l'école, on est allé par exemple à la Cité des sciences et de l'industrie. J'étais près de Paris, mais c'est la seule fois où on a fait une sortie scientifique et c'était avec l'école parce que mes parents ils sont pas du tout scientifiques. Mais voilà, c'est comment sortir de sa bulle, comment se sentir légitime dans une bulle qui n'est pas du tout celle de notre sphère sociale ou familiale. Donc, c'est être proactif, se renseigner sur les festivals. Si nous, on n'a pas la capacité de se renseigner, demander aux professeurs de l'aide pour se renseigner sur les festivals, les activités. Il y a le jour de la nuit qui est organisé tous les ans maintenant. Et dans beaucoup de villes de France, il y a des observations nocturnes. Il y a des associations d'astronomie qui font des observations grand public. Il y a des conférences, il y a des musées scientifiques, des festivals, plein de choses. Voilà. Je peux parler à la limite de la grossesse, comme ça au moins on fait un petit topo. Donc moi j'ai eu une fille au bout de 5 ans et demi dans la société dans laquelle j'étais, donc ça s'est très bien passé puisque dès le départ on utilisait des produits CMR, donc reprotoxiques, que j'avais pas le droit de manipuler en étant enceinte. Donc dès le départ j'ai pu en parler ouvertement avec la société, avec mon patron, de me décaler dès l'essai bébé pour ne plus manipuler ces produits-là dès le départ. Ce qui a été vraiment un avantage puisque en termes de stress, ça faisait déjà un point en moins de savoir que peut-être que je suis enceinte de 6 semaines mais que je continue à utiliser les produits tant que je suis pas officiellement enceinte. Donc le fait déjà d'avoir cette compréhension-là dans la société et de mon patron, ça a été franchement un avantage pour ma part. Après, la grossesse, moi au niveau de la société, c'est très bien passé. La seule problématique, c'est que un arrêt de maternité, c'est long, ça a forcément un impact sur la carrière. C'est toujours complexe quand on revient au travail après 4, 5 mois, 6 mois plus d'arrêt. Il faut retrouver sa place, sa légitimité. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement au fur et à mesure, mais c'est toujours quelque chose qui fait peur. Oui, c'est long, oui, c'est complexe à organiser. À partir du moment où la structure dans laquelle on est, on se sent bien et où les gens sont compréhensifs, tout se passe bien. Je pense qu'une question qui est intéressante à poser, c'est une thèse, c'est difficile, on le sait, puis tout le monde nous le dit avant de commencer, ou alors nous on le dit à ceux qui sont sur le moment de commencer. Un sujet important autour de la thèse, je pense, c'est le besoin, en fait, j'allais commencer à parler du besoin de se détacher aussi un peu de son travail, quelque chose que je trouve dans le monde des sciences, les gens font peu. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué dans les différents laboratoires dans lesquels j'ai travaillé, c'est que les gens sont passionnés. Les gens sont vraiment passionnés par les sciences, par ce qu'ils font en général, peut-être plus que dans d'autres métiers, pas forcément, mais... Et donc, je trouve que les gens ont beaucoup de mal à se déconnecter. Et donc, question pourrait être, quel est mon avis sur le besoin un peu de se détacher de son métier de chercheur, auquel je répondrais. Je pense qu'il est très important de faire des coupures, en fait. On peut être passionné. Le monde de la recherche est un monde assez demandeur où on est constamment en train d'essayer de publier des papiers, de produire de nouveaux résultats. Et il y a un peu cette course derrière les résultats qui fait que si on ne s'arrête pas à un moment donné, si on ne se dit pas stop, maintenant j'ai besoin d'une pause, on peut continuer. On peut continuer comme ça un peu, alors j'allais dire à l'infini, mais pas forcément, mais on peut continuer sans s'arrêter en courant derrière. Il y a toujours quelque chose à faire en recherche, il y a toujours un nouveau résultat, il y a toujours une nouvelle idée qui va arriver et qu'on va vouloir développer. Et donc je pense qu'il est très important parfois de se dire là c'est bon, j'ai une idée à moitié développée, je la mets de côté, je fais une pause, je prends des vacances sur un bateau et j'y reviens dans quelques temps. Et voilà, c'est fini. Nous espérons que notre humble participation à cette journée internationale des femmes en sciences vous aura plu et vous aura permis d'ouvrir vos perspectives sur le sujet. Un immense merci à Fantine, Marjorie, Elisabeth, Lucie, Mélodie et Gabrielle qui se sont mobilisées pour cette journée à nos côtés.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et merci du fond du cœur si vous avez regardé les 3 vidéos. Merci de donner de la force à la parole de ces femmes en partageant la vidéo sur vos réseaux. Et pour soutenir la STEC et soutenir notre travail, pensez aussi à liker et commenter cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir sur la chaîne. Et comme d'habitude, pour les personnes qui le veulent et qui le peuvent, faites-nous un don. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien utiliser le lien Hello Asso en barre de description. Quant à moi, je vous retrouve le 1er mars pour la prochaine revue de presse. À très bientôt!